Bonjour, est-ce que cette semaine vous avez envie de développer votre bonheur? Eh bien, je vous propose en fait de rencontrer Sonia Weyers qui a écrit Le bonheur pas à pas. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue et bioénergéticienne et chaque semaine je vous propose des vidéos pour augmenter votre bien-être aussi bien chez vous qu'avec vous-même. Donc Sonia, toi on s'est rencontrés en fait en novembre 2018 pendant un salon. Et on a bien sympathisé parce que même si on a des approches en fait un petit peu différentes, moi j'ai trouvé qu'on avait aussi une approche similaire sur certaines choses, comme par rapport au fait qu'on a un passé scientifique, puisque tu es ingénieur en mathématiques appliquées. Après tu as fait un master en statistique, et puis tu as même été faire un doctorat en économie. C'est ça. Et après, du coup, tu as bifurqué au niveau de ta carrière et du coup, tu t'es formé aussi bien en coaching, à la Gelstat aussi. Donc, tu as commencé ta formation début année 2000, 99-2000. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, après, tu t'es petit à petit de plus en plus formé jusqu'à être en 2013 certifié au niveau de... c'est l'agence européenne... C'est le certificat européen de psychothérapie, voilà. Oui, c'est l'association européenne de psychothérapie qui délivre ça. Voilà. Et, voilà. Et du coup, ce que tu as vraiment envie de développer, c'est d'aider les gens à développer leur bonheur. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse un petit peu, et ce que j'avais envie de partager un petit peu avec les gens, c'est de savoir comment tu as passer en fait de ce côté scientifique, etc., à avoir envie d'aider les autres. Bah écoute, c'est toute la question en fait, hein, parce que, bah écoute, je pourrais parler des heures là-dessus, donc je vais essayer de résumer un peu. Quand j'étais jeune, quand j'étais étudiante, j'étais bonne en maths et mon père me disait que je pouvais tout faire. Mais comme j'étais bonne en maths et c'est assez valorisé, j'ai grandi en Belgique, et en France c'est comme ça un peu aussi. Et j'ai été portée naturellement, parce que j'étais bonne en maths, j'étais portée naturellement vers les études plus mathématiques, et ça marchait pour moi. Mais très rapidement, en fait, dès mes études d'ingénieur, qui étaient directement après le bac, je sentais bien que ça donnait pas le sens à ma vie, quoi. Parallèlement à ça, j'étais pas mal dans ma peau moi-même, et donc j'ai consommé la thérapie depuis l'âge de 19 ans en fait, personnellement. Donc si tu veux, où j'en suis aujourd'hui, c'est le résultat d'un long parcours personnel. Donc comme beaucoup de choses qui sont ancrées, qu'on ne comprend pas forcément tout de suite, qui ont besoin de temps, de travail pour les dépasser, j'ai mis un certain nombre d'années en fait avant de bifurquer. Et ma première bifurcation, ça a été, j'ai été animatrice de scrapbooking. D'accord. Donc j'ai animé des ateliers de loisirs créatifs pour aider les gens à mettre en valeur en fait leurs souvenirs photographiques. Et avec le recul, je me dis que c'était en fait les prémices de mes activités liées au bien-être et au bonheur. Parce que vraiment les gens sortaient d'un atelier où ils avaient pris leurs photos de famille, leurs photos de vacances, ou même leurs photos de quelqu'un qu'ils ont aimé mais qui n'était plus là. Enfin, mais ça faisait vraiment du bien, quoi. Et bon, mais parallèlement à ça, je me suis formée donc effectivement à la thérapie et au coaching, et plus récemment, je me suis intéressée à ce qu'on appelle la science du bonheur, qui est la psychologie positive en fait, mais couplée avec ce que j'ai appris avec toutes mes formations en Gestalt, et j'ai eu envie effectivement moi, forte de toute mon expérience, de partager et d'aider d'autres personnes à peut-être gagner un peu de temps en fait. C'est ça. La Gestalt, je trouve que c'est pas encore très connu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, je peux parler en quelques mots. La Gestalt, en fait, c'est une thérapie en face à face qui émane au départ de la psychanalyse, mais qui s'est différenciée de la psychanalyse en ça que la psychanalyse vise à comprendre pourquoi, et en Gestalt, on vise à sentir comment, en fait, comment je fais, comment faire autrement. Et donc, c'est une thérapie qui se pratique en face à face, mais qui prend en compte l'individu dans sa globalité. Et qui s'intéresse à la manière d'être en rapport avec le monde, en fait. On parle d'organisme-environnement, donc chaque personne est un organisme dans un environnement.
Et sans doute les auditeurs ont cette expérience qu'on Ouais. n'est pas toujours pareil avec tout le monde. Ah, Hein. ça, c'est Il y a clair. des gens qui nous déclenchent des trucs que d'autres ne déclenchent pas. Et donc il y a Ouais. vraiment une histoire de... Il n'y a pas moi fixe Ouais. et le monde comme il est. Il y a moi en rapport avec l'environnement tout le temps. Ouais. Et donc de sentir comment je fais, qu'est-ce qui se met en place chez moi quand c'est problématique, hein, quand c'est difficile, Ouais. quand c'est douloureux. Qu'est-ce qui se déclenche chez moi, comment je réagis, qu'est-ce que je fais, comment je peux d'abord en prendre conscience, hein, Ouais. d'abord prendre conscience de comment je fais pour avoir un peu plus d'options. Quoi. D'après ce que je comprends, il n'y a pas que le côté, je dirais, des fois trop intellectuel de la psychologie où on va dire les choses, mais on va vraiment aussi, du coup, toucher sur l'émotionnel. Oui, absolument. Donc Ouais. c'est ce que tout à l'heure je disais, prendre l'individu dans sa globalité. Mm. Je peux effectivement développer ça un tout petit peu. Donc c'est ce qui est l'intellectuel, oui, évidemment. Et puis il y a des gens qui sont plus portés là-dessus, d'autres moins. Mais vraiment, on met à l'honneur l'émotionnel, mais aussi ce qui s'exprime dans le corps. Ouais. Et ça peut être aussi le spirituel éventuellement pour les gens qui sont portés là-dessus. C'est vraiment tout ce qui fait la personne, tout ce qui fait l'être au monde. On parle de l'être Tout à au fait. monde de la personne. Dans sa globalité. Ouais. Dans sa globalité, oui. Donc du coup, tu as créé ton entreprise maintenant, qui s'appelle Eudokima. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça signifie? Oui, donc quand j'ai cherché le nom de mon entreprise, en fait, comme je suis bilingue français-anglais, il me fallait un nom qui fonctionne dans les deux. Et donc je me suis tournée vers le grec, que j'avais étudié au lycée, ça m'a... Voilà, et j'ai trouvé ce verbe, eudokimo, donc la forme infinitive, qui signifie croître, s'épanouir, prospérer. Et j'aimais bien cette fin en A, qui est une forme en fait de participe présent au pluriel. Donc c'est une forme active au pluriel et au présent. Ouais. Donc c'est alors que nous croissons, prospérons et nous épanouissons. Voilà, du coup c'est Voilà. vraiment un clin d'œil à l'instant présent et puis d'être toujours dans ce mouvement. À l'instant présent et aussi à ce que j'essaye de faire avec Ouais. mon entreprise. Quoi. C'est Donc ça. ça se voit pas au premier coup d'œil, mais le nom effectivement reflète toute l'idée qu'il y a derrière. C'est chouette. Donc du coup, je veux aussi que tu nous parles un petit peu de ton livre, donc Le bonheur pas à pas. J'en ai justement une copie là, Ouais, donc voilà. je vais le montrer. Donc, voilà. Voilà. Si vous Voilà. voulez. Et moi, ce que j'avais apprécié, ce que j'ai apprécié en fait dans ton livre, c'est que tu allies aussi bien les exercices pratiques et aussi l'approche scientifique, ce que j'essaye aussi de faire moi de mon côté. Et c'est là-dessus où je trouvais qu'on se rejoignait un petit peu dans nos pratiques, parce qu'on aime bien en fait associer les deux. Et c'est vrai que je trouve que c'est important d'avoir des exercices pratiques, des choses importantes à faire comme ça, pratiquement et concrètement à faire. Du coup, tu peux nous en parler un petit peu plus de ce livre ? Bien sûr, donc c'est un livre qui se veut vraiment un accompagnement en fait, hein, donc pour les gens qui sont à la recherche de plus de bonheur, parce que souvent les gens ils ne sentent pas très bien, ils ne savent pas vraiment pourquoi, donc il y a une première partie dans le livre qui est sur la motivation, donc j'ai envie de changer, qu'est-ce que j'ai envie de changer, puis comment je vais faire pour me tenir, hein, parce que la persévérance, des notions comme ça. C'est pas toujours simple. Hein. Donc la première partie va vraiment dans des éléments de motivation. La deuxième partie, c'est quatre sujets, quoi. Donc la santé physique, la santé émotionnelle, les relations et la spiritualité. Donc pour moi, c'est une partie, c'est la spiritualité light, parce que c'est pas ce que j'ai développé le plus, mais bon. Dans la spiritualité, je pense qu'il y a un principe qui est bon à avoir, c'est d'avoir un regard de débutant. Tout à fait. Donc voilà, je propose ça. Et puis dans la troisième partie, il y a 23 exercices, je pense 23 pratiques. Ouais. Et donc j'associe le côté scientifique et la pratique dans la mesure où toutes les pratiques que je propose s'enracinent dans des études scientifiques. Mais ce qu'il faut comprendre avec les études scientifiques, c'est qu'on prend un groupe de personnes à qui on va faire pratiquer quelque chose, soit une fois, soit pendant 6 mois, enfin voilà, et on prend un autre groupe de personnes à qui on dit vivez votre vie, hein, et puis après on leur demande, on leur pose des questions qui donnent une mesure de leur bonheur, et on voit statistiquement ce groupe-là, il est plus heureux, hein, et donc il y a des méthodes scientifiques qui sont tout à fait valables,
Mais ça donne quand même une notion agrégée sur un groupe, quoi. Oui. Donc on ne sait pas pour toi dans ce groupe, ouais. est-ce que toi tu as profité de cette pratique ou pas. Donc c'est vrai que chaque individu est différent, donc après voilà. on va pas forcément... Du coup, je prétends pas du tout dans ce livre avoir la réponse pour tout le monde, mais j'invite à une quête, à une recherche et à essayer des choses. Parce que si ça va pas comme ça, bah, la meilleure manière pour que ça change pas, c'est de continuer à faire pareil. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que de toute façon, la meilleure façon de faire les choses, c'est d'essayer, tester, Voilà. et on voit si ça nous convient ou si ça nous convient Voilà. pas, voir si on a une amélioration ou pas. Et de toute Tout à façon, fait. c'est que comme ça qu'on peut savoir si ça nous convient. Tout à fait. Donc là, dans ces pratiques, bon, il y a des pratiques très simples comme prendre une respiration lente, par exemple, ou 3 respirations lentes, je ne sais plus comment. Tout le monde peut essayer ça. Ben, les gens qui se battent avec le stress un peu, ben, on remarque que si on prend le temps vraiment de respirer calmement, ben, ça change quelque chose. Ça ne règle pas tous nos problèmes, mais ça change quelque chose et on est plus à même en fait de gérer ce qu'on a à gérer. C'est ça, ouais. Donc voilà, il y a plus que ça dans le livre, mais c'est un exemple. C'est un exemple d'une pratique. Alors souvent, les gens font l'amalgame entre le bonheur et le bien-être. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pour toi la différence entre les deux? Oui, je peux. Si on fait sur Google bien-être, on voit des lotus, des galets, des tapis de yoga, etc. Et donc je pense que dans l'esprit des gens aujourd'hui, actuellement, bien-être, c'est plus associé avec le bien-être physique ou massage, des choses comme ça. Et le bonheur, c'est plus... pour moi, hein, c'est plus global, c'est-à-dire que c'est comment je suis en accord avec ma vie, comment moi-même je vis en accord, ma vie est en accord avec moi-même ou je suis en accord avec ma vie, enfin, de l'accord là-dedans, qui est au-delà de recevoir un soin qui va faire que je vais me sentir mieux dans l'instant. Oui, tout à fait. Tu vois, donc, et aussi je vois que... si tu regardes des instituts comme par exemple la Fabrique Spinoza qui s'occupe du bonheur citoyen, eux, ils utilisent le mot bonheur. Quand Martin Messonnier a fait son film sur le bonheur au travail, il dit bonheur au travail. Donc c'est un peu un parti pris. Alors après il y a les gens qui disent oh le bonheur c'est inatteignable. Je parle pas de ça, je sais pas ce que les gens pensent que ça veut dire quand ils disent c'est inatteignable. Peut-être ils pensent que ça veut dire qu'il y a un moment donné on a trouvé le bonheur et alors on est bien tout le temps pour le reste de sa vie. Si c'est ça qu'ils veulent dire, effectivement je suis d'accord, c'est inatteignable. Oui, ça serait trop simple sinon. Voilà, c'est pas ça du tout mon propos, hein. Votre bonheur pas à pas, c'est pas à pas, d'abord c'est un pas derrière l'autre et ça passe aussi par évidemment comment dans la vie on a toujours des trucs qui vont pas, enfin je veux dire, on n'a pas signé de contrat avant de naître qui dit j'aurai jamais de problème. Hein. Puis je pense qu'en plus les problèmes c'est justement ça qui nous fait avancer. Absolument, absolument, mais je pense que la clé probablement de vivre bien, c'est comment je réagis, parce que être bien quand tout va bien, c'est pas difficile. Hein. Ouais, ça c'est clair. Donc la clé pour vivre mieux, c'est apprendre à mieux naviguer ces moments qui sont par essence difficiles, quoi, qu'on a tous à un moment ou un autre. Et c'est là où du coup tu parles de bonheur réaliste. C'est de réussir à faire comprendre aux gens que la vie a des aléas et que du coup on peut être heureux et dans le bonheur même si des fois on traverse des moments compliqués. Absolument, et bonheur, et là je ferai une différence entre bonheur et joie par exemple. Donc pour moi le bonheur c'est pas du tout la même chose que la joie. On peut avoir des moments de joie où on se sent bien, où on pourrait dire je me sens heureuse quand je suis joyeuse. Mais j'ai vécu par exemple l'année dernière, comme tu sais, j'ai eu une année très difficile avec mes parents. Mais il y a eu des moments où dans cette difficulté, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans ces difficultés qui étaient vraiment, c'était vraiment certains des moments les plus difficiles de mon existence, mais il y avait quelque chose de très gratifiant de pouvoir être présente pour ça, d'être là, de me sentir exactement à ma place dans ce rapport à mes parents. Et ce que je faisais pour eux, même si c'était incroyablement difficile. Pour moi, il y a du bonheur là-dedans aussi, tu vois. Oui, tout à fait. Donc, alors bon, si on est toujours dans la difficulté et toujours à sa place, à un moment donné, le bonheur, il faut un peu autre chose aussi, tu vois. Mais le bonheur, évidemment, c'est pas toujours... c'est pas que ça non plus. Mais les gens... J'entends beaucoup de gens, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme on voudrait,
alors ça va pas. Ouais. Tu vois, donc, non, est-ce que j'aurais voulu que ça se passe comme ça avec mes parents? Non, si j'avais pu choisir, Oui, bah, j'aurais choisi autre chose. Hein. Ouais. Mais voilà, d'être vraiment en accord avec mes valeurs, il y a aussi ça, hein, c'est une recherche de vivre en accord avec ses valeurs, avec ce qui est important pour nous, qui conduit à un sentiment de satisfaction de ma vie telle que je la traverse. Quoi. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est vrai que des fois, certes, on a le droit d'avoir des émotions, des fois de la colère, de la tristesse, etc. Mais après, le tout, c'est de savoir pouvoir s'en détacher pour pouvoir la transformer, voir peut-être aussi qu'est-ce qui nous l'a déclenché, l'événement, et du coup, ça nous permet de comprendre d'autant plus qui on est, nos valeurs, et comment ensuite, pour la prochaine fois, comment la transformer. Toi, tu dis s'en détacher, moi je dirais la traverser. Oui. Parce que je pense qu'il y a... Enfin, une des choses qui empêche les gens d'être heureux, c'est de résister, en fait, contre ce qui est déjà là. Ouais. Donc quand je suis en colère, je suis déjà en colère, c'est-à-dire je dis pas que c'est ça que tu voulais dire, hein, mais j'en profite pour rebondir. Je peux dire je devrais pas être en colère, ou il faudrait pas que je sois en colère, ou c'est pas bien d'être en colère. En plus, tu culpabilises d'être en colère. Voilà, donc je culpabilise, ou je dis, enfin voilà, mais donc là je suis en train de résister contre le fait que je suis en colère. Ça empire, parce que maintenant, je suis en colère, 2, je suis coupable, ou en tort. Ouais. Voilà, donc je suis en colère. Alors ça veut pas dire faire tout et n'importe quoi, ça veut pas dire parce que je suis en colère, je peux aller taper sur quelqu'un ou quoi. Mais ok, je suis en colère, maintenant qu'est-ce que je vais faire pour que ça redescende plus vite, ou qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien, parce que finalement si je suis en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui me... Oui, tout à fait. Qui ne convient pas. Ouais. Donc qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien dans ce moment-là où je suis en colère. Mais c'est vrai que ça c'est une autre chose sur laquelle j'insiste, et j'insiste dans mon livre, c'est de prendre la responsabilité de ce qui m'arrive. D'ailleurs, je suis en colère, l'autre il a fait ce qu'il a fait, mais moi c'est moi qui suis en colère. Et donc qu'est-ce que moi je vais faire, parce que tant que c'est la faute de l'autre, la solution est chez l'autre aussi. Ouais, c'est ça. Donc si moi je veux avoir un peu de pouvoir sur ce qui m'arrive, c'est comment j'en prends la responsabilité. Ce qui n'enlève pas du tout la notion, parce que parfois il y a des gens qui font des trucs vraiment pendables. Oui, tout à fait. Et donc ça n'enlève pas du tout la notion de responsabilité que les autres auraient. Ça pardonne pas l'autre, mais la colère elle est chez moi. Complètement. De toute façon, c'est vrai que les émotions, c'est des décharges chimiques qu'on a à l'intérieur du corps, et après, ça dure quelques minutes. Après, c'est nous qui gardons, en fait, cette émotion, c'est nous qui la faisons, on va dire, perdurer, voilà. Si ça dure plus de quelques minutes, c'est nous qui jouons là-dedans. C'est là où je disais de se détacher, c'est là-dessus, en fait, de dire, la laisser partir. Quoi. Ok, j'ai eu ça comme émotion, je l'accepte, je l'accueille. Et du coup, après, pouvoir ne pas ruminer derrière et de rester en fait. C'est ça, accueillir, c'est un mot que j'aime beaucoup. C'est un principe qui est au cœur de ce que je propose. C'est que d'abord, il y a ça qui est présent. La première chose, c'est accueillir. Parfois, c'est dur. C'est ça. Parfois, c'est dur, mais c'est la première étape, c'est d'accueillir ce qui est avant. Et ça, c'est central à la Gestalt aussi. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir prétendre à une transformation, il faut d'abord voir où on est. Pour partir en vacances, il faut d'abord savoir où on est. C'est donc c'est à différents niveaux, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et du coup, tu nous as parlé d'un des freins principaux pour que les gens soient heureux. Est-ce que tu en connais un autre ou deux autres qui peut justement empêcher certaines personnes d'être dans le bonheur? Oui, certainement. Certainement. Je pense qu'il y a beaucoup de freins qui sont... il y a un certain nombre de freins qui sont, j'ai envie de dire, presque invisibles. C'est-à-dire qu'il faut d'abord les identifier, mais qui viennent de ce qu'on a appris quand on était tout petit. Le tout petit, il apprend une manière d'être au monde, qui est sa meilleure adaptation possible, dans son environnement familial, souvent, parfois pas, mais... Et on s'ajuste, parce que l'être humain est résilient, puis on grandit, et puis on garde notre manière d'être, qui n'est pas forcément adaptée aujourd'hui. Mais je vais pas forcément... C'est l'histoire que je racontais tout à l'heure. Moi, dans mon histoire,
j'ai pas besoin de détailler mon histoire, mais ce qui faisait que j'étais pas vraiment à ma place, là où pourtant j'excellais, j'ai mis très longtemps à comprendre. Ouais. J'ai mis très longtemps à changer de voie. Donc ça, c'est un frein, c'est des choses qui demandent un peu de courage et un peu de détermination pour aller voir, si on veut vraiment y aller voir. Ça, c'est un des freins. C'est vrai que c'est pas facile de changer nos croyances. C'est ça. C'est vrai qu'on est tellement... Ça reste tellement dans l'inconscient en plus. C'est que finalement, on refait machinalement en fait, c'est la même chose qu'on a fait hier. Je crois que, si je ne me trompe pas dans les proportions, je crois qu'on a 90% de nos pensées qui sont identiques à celles d'hier. Je crois que c'est à peu près ces proportions-là. C'est là que aussi c'est fou finalement. Mais c'est-à-dire que ce qui est connu est familier. Et parfois, et je vois ça en thérapie, hein, les gens sont pas bien, ils n'aiment pas le résultat de ce qu'ils font, de ce qui se passe, mais ils n'ont pas envie de changer parce que ce que je fais, ce que je connais, ça me rassure en fait, même si ça me plaît pas. Donc ça c'est un frein au bonheur qui n'est pas tellement utile parce que si les gens ne le voient pas, hormis s'engager dans un travail thérapeutique, mais bon, c'est pas pour tout le monde, mais ça peut être pour certaines personnes. Un autre frein, j'y ai fait allusion tout à l'heure, mais c'est l'idée de la responsabilité, c'est-à-dire c'est la faute de l'autre. C'est la faute de l'autre, ouais peut-être, mais comme j'ai dit tout à l'heure, tant que c'est la faute de l'autre, la solution dépend de l'autre aussi. Et donc, tant que l'autre, lui, va continuer aussi à faire, je dis lui, mais lui, va continuer à faire comme il fait, hein, et l'autre, il n'y a pas de raison de changer. Donc, si ça dépend de l'autre, je suis mal barrée, quoi. Après, c'est nous aussi qui sommes responsables de la façon dont on prend aussi l'événement ou la remarque, etc. C'est aussi de notre responsabilité, ça. Hein. Tout à fait. Mais donc, c'est le même sujet, c'est comment prendre la responsabilité de ce qui m'arrive et la responsabilité de changer, de transformer une relation qui serait problématique ou de éventuellement rompre une relation qui serait problématique. Donc ça, voilà, c'est plus dans les relations interpersonnelles. Mais de toute façon, beaucoup se joue dans les relations. Hein. Ouais. Ah oui, donc dans ton livre, tu fais bien la différence entre les pratiques et les recettes. Oui. Donc pour moi aussi, je trouve que c'est vraiment important quand j'aide les gens aussi en bilan, je donne des pratiques à faire après les bilans parce que je trouve que c'est important de pouvoir avoir quelque chose qui guide la personne après. Toi, pour toi, qu'est-ce qu'est la réelle différence entre pratique et recette ? Oui, je dirais, une recette, ça a quelque chose d'immédiat et de permanent. Enfin, si j'ai une recette pour faire un gâteau, je vais faire un gâteau, mon gâteau il est fait. Voilà. Une pratique, c'est quelque chose qui demande de l'entretien, c'est-à-dire faire du sport. Si je vais faire du sport aujourd'hui, je ne suis pas en bonne santé pour le reste de ma vie pour autant, tu vois. Donc le sport, ça se pratique régulièrement. Donc c'est une distinction un peu sémantique, si on veut, mais c'est dans cette idée qu'une recette, la recette du bonheur, je vais lire ce livre et puis je vais être heureux, quoi. Non, c'est pas comme ça. Je vais lire ce livre et puis je vais avoir éventuellement compris des choses sur moi-même, sur ce qui me plaît, sur ce qui me déplaît, sur ce que je pourrais changer dans la manière dont je vis ma vie pour vivre mieux, quoi. Est-ce que, donc, là, je vous ai, dans la description, là, juste en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien pour, si vous voulez avoir accès au livre de Sonia. Est-ce que tu as envie de nous expliquer quelque chose en plus sur ton livre, quelque chose qui te fait sens, auquel on n'aurait pas parlé jusqu'à présent ? Oui, je veux bien. Il y a un chapitre qui est sur la santé physique. Alors moi, je suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, etc. Mais j'ai fait pas mal de recherches pour moi-même sur qu'est-ce qui me convient mieux de manger, de prendre soin de mon corps, etc. Et ça c'est aussi quelque chose dont on peut prendre la responsabilité de regarder, parce que se sentir bien, ça peut passer aussi par le système digestif, quoi, ou le sommeil, ou tu vois, donc là je me sens pas bien, oui mais je dors pas assez toutes les nuits, ou je me goinfre de chips et de coca, et donc de regarder aussi comment je vis, comment je me nourris, comment je prends soin de mon corps.
Et je distingue ça un petit peu de la notion de bien-être dont on a parlé tout à l'heure. Hein. C'est vraiment comment je prends soin de mon corps. Et je veux rajouter aussi que j'ai rien contre la notion de bien-être. Si les gens ont envie d'aller faire un massage pour se sentir mieux, j'ai absolument rien contre. C'est juste, c'est pas à cet endroit-là. Voilà, c'est pas à cet endroit-là que je me place. Oui, voilà, donc une invitation à vraiment considérer tous les aspects de ma vie, quoi. Ouais. Ok, ouais, je pense que c'est important. C'est une affaire globale. En avril dernier, tu as participé à un TEDx. Oui. Ma mère a radicalement changé ma vie. Voilà, ouais. voilà. Et du coup, tu as donné en fait trois clés importantes pour réussir justement à transformer les relations difficiles avec les personnes. Oui. Est-ce que tu veux bien nous refaire un petit résumé? Et bien sûr, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour regarder le TEDx si vous avez envie. Oui, donc la première clé en fait, c'est de se familiariser, de se familiariser avec ses besoins émotionnels et de se rendre compte que ce sont nos besoins. Donc mes besoins émotionnels sont à moi. Donc c'était peut-être le boulot de mes parents de s'en occuper quand j'étais petite, mais ce sont mes besoins. La deuxième clé, c'est de penser à qu'est-ce que je tiens en moi comme rancune. Enfin, si j'ai un problème avec quelqu'un, je lui en veux de quelque chose, et d'identifier et de me demander qu'est-ce qu'il faudrait pour que je lâche cette rancune. Ouais. Et si j'arrive à trouver ce qu'il faudrait que je fasse, il y a une question subsidiaire qui est: est-ce que je suis prêt à le faire? Ouais, c'est ça qui n'est pas toujours simple à faire. En fait. Oui, parce que souvent on se dit que si je pardonne à l'autre, en fait c'est comme si je libérais l'autre de quelque chose. Mais en fait, ce dont les gens ne se rendent pas toujours compte, c'est que c'est moi que je libère. Ouais. Donc ça ne veut pas dire, si quelqu'un m'a fait un coup pendable et que je décide de le pardonner, ça ne veut pas dire que je décide que ce qu'il a fait est bien ou acceptable. Non, c'est que je décide de lâcher mon ressentiment. Alors, je peux toujours juger que ce que quelqu'un a fait, c'était pas cool, voire c'était complètement grave, parce qu'il y a des trucs vraiment sérieux qui se passent. Mais les gens qui vivent dans... Le meilleur exemple de ça, c'est Nelson Mandela, qui sort de prison et qui dit: si je continue à en vouloir à mes geôliers, c'est comme si j'étais encore en prison. C'est ça. À peu près comme ça, je pense. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut pour que je lâche ma rancune et est-ce que je suis prêt à le faire? Et la troisième étape que je propose, c'est de chercher un point de similarité et un point de différence avec la personne et de réaliser, en fait, de prendre conscience que l'autre a le droit d'être lui-même, elle-même, et moi j'ai le droit d'être moi-même. Tout à fait. Parce que souvent dans les conflits ou dans les différends qu'on a avec les personnes, il faudrait que l'autre change pour que moi je sois complète et en paix, quoi. Il faudrait que l'autre change. Bah non, en fait, c'est pas le boulot de l'autre de changer pour m'être agréable, quoi. Et au contraire, je trouve que souvent, en fait, c'est parce que nous on change que l'autre en fait arrive à transformer certaines choses, ou en tout cas ça a moins d'impact sur nous, et du coup on le vit vraiment différemment. Absolument. Et c'est souvent les moments où finalement on attend le moins, après qu'on a réussi à transformer certaines problématiques avec une personne, que finalement c'est là où la personne dit ou fait la chose qu'on attendait depuis des années. Absolument, on appelle ça la théorie paradoxale du changement. C'est quand j'ai arrêté d'espérer que ça change, c'est là que ça peut changer. C'est pas une garantie. Et ça peut de toute façon pas s'utiliser de manière stratégique. Je peux pas dire: ah ben bon là je lâche comme ça va changer. Ça c'est pas vraiment lâcher. Mais c'est vrai que moi j'ai observé ça, et j'ai observé ça avec mes clients aussi. C'est que quand vraiment on lâche, les choses se transforment. C'est la magie de la vie. C'est la magie de la vie, absolument. Est-ce que tu aurais envie de nous partager une petite pratique matinale qu'on pourrait mettre en place justement pour être en pleine possession de nos moyens? Alors, petite, je sais pas, mais je peux vous parler de la pratique matinale, donc qui est en fait, que les auditeurs connaissent peut-être déjà pour un certain nombre. C'est le Miracle Morning de l'américain Hal Elrod. Et moi j'ai découvert cette pratique, j'étais abonnée à une newsletter ou quelque chose, et j'ai vu soyez la meilleure version de vous-même avant 8h du matin. Je me dis: fascinant, moi qui suis irrémédiablement du soir. Je me suis dit: qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut que je regarde ça.
Et donc, il parle de cette routine matinale et de comment il l'a développée. Donc, il y a le livre, il a écrit un livre qui est disponible en français, etc. Il y a des gens qui parlent que de ça aussi en français. Donc, le Miracle Morning, en français, c'est disponible aussi sur Internet. Mais en gros, il y a 6 parties. En anglais, ça s'appelle SAVER, ce qui veut dire sauveteur. Donc, c'est un acronyme qui commence donc, par S pour silence, donc méditation. A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercice, donc mouvement physique, R pour reading, donc lecture, et S pour scribing, qui est de scribe, hein, pour écrire. Okay. Voilà, donc lui, il propose, je pense il dit qu'il fait 10 minutes de chacune de ses activités, donc c'est 1 heure de routine matinale. Mais il dit aussi que faire quelque chose, c'est mieux que faire rien. Et donc, il propose de faire 1 minute de chaque pour commencer, si on n'est vraiment pas du matin, ou 2 minutes de chaque. Et moi, je fais une version personnalisée, si tu veux. Donc, je fais 12 minutes de méditation. Oui, enfin, on peut parler de différents types de méditation, mais je vais dire ça comme ça, 12 minutes de méditation. Après, j'ai des affirmations que j'ai écrites. Je fais 2 minutes d'affirmation, 2 minutes de visualisation. C'est les parties les moins importantes pour moi. Après, je fais 5 minutes d'exercice, donc je fais différents trucs. Je fais des squats, je fais des... D'accord, enfin voilà, je fais 5 minutes d'exercice physique. Je fais 10 minutes de lecture et 4 minutes d'écriture, où j'écris donc dans un journal à la fin. D'accord. La lecture que je fais, tu vois, 10 minutes de lecture le matin, ça me permet de lire le magazine Cerveau et Psycho, qui est un magazine qui est tout à fait intéressant pour moi et ce que j'essaie de faire, qui fait 100 pages. Je lis un mensuel, 10 minutes par jour, ça me permet de lire ce mensuel. Et ce que j'aime bien, c'est... donc j'ai commencé pas tout de suite avec... donc ça prend 35-40 minutes, avec les transitions. Mais au début, je faisais une version en 17 minutes, ou... Enfin, je faisais un truc, quoi. Et ce que j'ai remarqué... c'est que j'étais toujours fatiguée le matin, et bien là, j'avais dormi, j'étais reposée comme j'étais reposée, mais j'étais mieux réveillée. Alors ça déjà, c'était magique. Et au fil du temps, j'ai appris à modifier, enfin ça m'a permis de modifier un peu mon comportement pour être effectivement un peu mieux reposée. Donc j'arrive mieux qu'avant, pas toujours, ça reste quand on est du soir. C'est ça, je sais ce que tu... Ça reste un point faible, mais... ça me donne plus d'options, mais dans tous les cas de figure, je suis mieux réveillée et j'ai l'impression que ça a réveillé toutes les parties, si tu veux. En faisant la méditation, je me suis centrée, je me suis amenée à aujourd'hui. En faisant les affirmations, je me rappelle de ce que je veux. En faisant la visualisation, je me mets dans ce que je souhaite pour l'avenir. En faisant 5 minutes d'exercice, je bouge mon sang, je réveille mon corps. La lecture, ça me stimule les neurones. Et l'écriture, ça me ramène... à l'instant présent et la journée qui va suivre, quoi. Donc voilà, moi ça marche vraiment bien pour moi. Bon, après c'est vrai que ça, voilà, je me lève 3/4 d'heure plus tôt pour faire ça, mais je trouve que c'est un bon investissement. T'investis sur toi, quoi. C'est ça, mais ça tu sais, je vois de plus en plus de trucs passer dans les... comment ça s'appelle de Arianna Huffington, bon, le Thrive, je crois, mais c'est en anglais. Bon, bref, je vois de plus en plus passer des articles sur des gens qui réalisent que c'est une bonne idée de prendre soin de soi. C'est ça. De toute façon, le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est de miser sur soi-même, je pense. Oui, c'est ça, quoi. Parce que si on est fatigué, qu'on est stressé, voilà, on se lève, on est tout de suite dans les trucs à faire, on est déjà stressé avant de commencer les trucs qui nous stressent, puis on fait les trucs, puis on rentre à la maison, puis il y a les enfants, les trucs, leur repas, je sais pas quoi, puis en plus il fait chaud, et puis... et qu'on prend aucun temps de soin de soi, je pense que ça augmente aussi le risque de maladie. Oui, tout à fait. Et de toute façon, c'est pas le chemin du bonheur. Non, parce que c'est vrai que du coup, on est plus irritable, on s'agace plus facilement, on râle plus facilement. Et du coup, je pense qu'aussi, moi je trouve qu'il y a une pratique aussi qui est assez sympa au niveau de l'écriture, c'est de noter les gratitudes qu'on a. Ne serait-ce que ça, je pense que ça peut être sympa de se dire, hier, qu'est-ce que j'ai eu comme 3 moments de gratitude. Et je trouve que ça permet de revoir sa journée un peu différemment.
Et vraiment de se dire, bah là, finalement, ce truc-là, c'était vraiment chouette. Des fois, ça peut être des choses toutes simples, ça peut être un beau coucher de soleil ou un animal qu'on a vu passer. Et ça, oui, je trouve il y a beaucoup d'études là-dessus qui montrent que la pratique de la gratitude augmente le ressenti de bonheur. Mais il faut juste que ça soit pas une obligation. Ouais, donc, si à un moment donné on se dit ah oui je fais encore mettre 3 trucs de gratitude alors il faut pas le faire quoi. mais il y a beaucoup, c'est vrai, ça c'est sans doute la gratitude en fait augmente le bonheur de 8 manières différentes je crois parce qu'on est plus ça améliore les relations parce que si j'ai une attitude de gratitude je vais approcher les gens et les situations d'une manière où je vais avoir un retour. Je sais plus, les 8, je les ai mises, elles sont dans mon livre. Mais la gratitude, c'est vraiment une méta-stratégie pour le bonheur. Ouais. Ça, c'est vraiment... Donc si on voulait faire une seule chose, ce serait sans doute d'apprendre à cultiver la gratitude. Mais pareil, c'est une pratique. C'est pas ah oui, j'aime ma maison. Oui, j'aime mon mari. Non, faut le ressentir en fait. C'est pas juste pour la gratitude, le ressentir, mais le plus de détails possible. C'est-à-dire, donc c'est pas j'ai de la gratitude pour mes enfants, non mais j'ai de la gratitude pour la manière dont mon enfant est venu me faire un bisou alors que je m'y attendais pas à ce moment-là. Oui, de se revoir aussi. De se revoir, dedans, et vraiment quelque chose de précis, des moments précis de la journée. C'est comme la visualisation, plus on est précis aussi, mieux ça fonctionne en fait. Oui, absolument. La visualisation, donc c'est visualiser, c'est pas visualiser j'ai gagné au loto. Oui, c'est ça. Non, c'est les choses dont j'ai envie qu'elles arrivent, me voir en train de faire ce qui fait que ça va être possible. Tout à fait. Me ressentir, comment je me sentirais une fois que c'est arrivé, et vraiment de le sentir dans mon corps. Ça permet d'investir aussi ses objectifs. C'est ça. Parce qu'après, quand c'est juste une compréhension intellectuelle, ça fonctionne moins bien quand même, je trouve. Je suis d'accord. Est-ce que tu aurais envie de nous partager quelque chose en plus au niveau, pour développer notre bonheur, peut-être au niveau de l'entreprise? Je sais que tu fais aussi des fois des interventions au sein des entreprises. Oui, donc je m'intéresse également au bonheur au travail, c'est vrai. Donc, la première chose que je dois dire pour ça, c'est que c'est de toute façon des interventions personnalisées. Oui. Parce qu'une équipe n'est pas une autre, une problématique n'est pas une autre. Et puis suivant la taille de l'entreprise aussi. Voilà, tout à fait. Pour les entreprises, je pense qu'il y a beaucoup de questions relationnelles qui se posent. Donc, mais ça doit vraiment aller se voir sur le terrain si tu veux comment les rapports se passent. Donc ça peut être une équipe qui n'arrive pas bien à travailler ensemble, ça peut être des conflits avec un supérieur ou avec un collaborateur ou un collègue direct. Et parfois c'est apprendre à l'un à s'exprimer de manière plus fluide, parfois c'est apprendre à l'autre à pas tout prendre pour lui, parfois c'est apprendre à s'écouter. C'est ça. Le bonheur au travail, on a vu, on voit, il y a tout un mouvement baby-foot et plantes vertes. C'est sympa. C'est sympa, mais si on est déjà bien au travail, alors c'est des petits plus qui sont tout à fait appréciables. Mais si l'ambiance est de plomb et qu'on n'arrive pas à s'écouter, le baby-foot, ça va pas... je crois qu'il y a à peu près 60% des Français qui ne sont pas satisfaits de leur travail. Donc c'est vrai que c'est énorme de se rendre compte que finalement, il y a plus de la moitié de la population qui va travailler à reculons. Et c'est vrai que ça serait peut-être intéressant de pouvoir réussir à développer justement cette harmonie au sein des entreprises pour que... Je pense que de toute façon, les chefs d'entreprise en seront d'autant plus gagnants que les gens, s'ils vont au travail avec entrain, ils sont d'autant plus... Oui, il y a des liens. Il y a de plus en plus de liens entre bonheur au travail. Alors on dit bonheur au travail ou bien-être au travail, je ne rentre pas dans le débat, mais bonheur au travail, se sentir bien au travail, ou se sentir engagé au travail, des liens entre bonheur au travail et performance. C'est ça. Il y a de plus en plus de liens qui se font là-dessus. C'est sûr que quand on se sent bien, on a d'autant plus envie de se donner pour l'entreprise. Et du coup, on offre la meilleure façon, notre meilleure facette, on va dire, absolument. pour l'entreprise.
Est-ce que tu as envie de partager autre chose Ben, juste que il y a souvent beaucoup plus de choses qui sont possibles que ce qu'on imagine en fait. Et donc j'ai envie d'encourager les gens, tes auditeurs, à ouvrir leur radar de possibilités. Ouais. Souvent, on voit trop des fois ce qui a été possible en fait dans notre passé. Et du coup, on a l'impression que c'est que ça, comme ça a été ça qui a été possible dans le passé, bah, ça va être forcément les mêmes choses dans le futur. Et que finalement, on s'enlève une grosse possibilité en fait. Et des fois, même quand on va regarder notre passé, on se dit mais ouais, finalement, ce truc-là, j'ai réussi à le faire. Peut-être sous une façon différente, etc. Mais finalement, on se dit bah ouais, finalement, je peux le faire. Et il faut des fois juste ouvrir un petit peu plus l'horizon. Ouais. En tout cas, bah, merci Sonia. J'espère que du coup ça vous a donné envie de découvrir un peu plus Sonia et puis bah, de développer votre bonheur, aussi bien dans votre vie quotidienne et aussi bah, au niveau de l'entreprise. Et puis bah, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a le lien vers son livre, 4 étoiles sur Amazon, et puis aussi le lien vers son TEDx. Je vous dis à bientôt.